ils en font qu'à leur tête. Et je dis, vous savez, moi je suis dans la musique, vous n'êtes pas de la musique. Ce que vous faites, ça va pas marcher. Dans un an et demi, vous allez revenir. Un an et demi plus tard, c'est Monsieur Nov tout seul qui revient me voir. Et il me dit, je comprends pas. Je dis, qu'est-ce que je comprends pas? Il me dit, depuis que je suis parti, ça marche plus. Et Mathéo, lui, avec Sopra et Psychiatre, il dit, ouais, nous aussi on galère pour la distrib. Il me dit, on galère pas pour les projets de Psychiatre, mais on galère pour tous les projets indépendants qu'on sort. En termes de label, on a travaillé avec Kilomètre, Nouvelle Donne, on a fait Soldat sans grade, donc Despo, Alibi, Montana, j'ai vu son interview là récemment. Et donc on a été contrôlé par le service des impôts qui sont venus nous dire, vous avez fait un paiement de 30 000 euros à un tel, à 25 000 euros à un tel. Ce sont les factures. Donc nous on appelle les gars, tu peux m'envoyer la facture du paiement que je t'ai fait? Ouais, je te l'envoie. Rien. Disparition. Et ça tombe pile poil au moment où il fait des expérimentations avec le son Yanafit de Benna, qui est repris par Booba, validé. Donc ça, c'est des expérimentations de Sidiki à la chanson. Il y a un projet de Medine qui sort, qui à la base devait être un album de La Boussole, et je vois que je suis pas dessus, et je dis, ah mais attends, l'album est sorti, je suis pas... Et c'est là que je réalise que, en fait, je rappe plus, tu vois. Bienvenue dans votre émission Autour d'un verre. Comme vous le savez, chaque personne a son histoire et aujourd'hui, c'est celle de Moussa Wagué qu'on vient vous raconter. Mais avant, comme d'hab, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, vous aimiez pas, peu importe. Ok, laissez un commentaire. Moussa, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien. Le voyage a été bon? Ouais, ça va froidement. Froidement? Ah oui, toi tu viens directement... J'arrive de Dakar. De Dakar? Donc ça change. Ah ouais, ça change carrément. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première question, tranquille, on y va à la cool. Où t'es né? Moi, je suis né à Bamako, au Mali. Bamako. T'as grandi combien de temps là-bas? J'ai pas grandi là-bas. Je suis venu à l'âge de 3 ans. Ouais, 3 ans. Voilà, donc je suis arrivé en France à 3 ans, à Plaisir. Ouais. Quartier, Valibou. Valibou. Voilà, 9 rue du Valibou. Ouais. Je m'en souviens encore. Ouais. Et une famille nombreuse ou... Famille très nombreuse. Très nombreuse. Mais comme je vivais avec ma mère, j'étais juste avec les enfants de ma mère. D'accord. Donc on était 5-6. Voilà. Ok. La scolarité, ça se passait comment? Comme ça se passe dans tous les quartiers. On veut tout savoir ici. Le petit gars agité, fouteur de merde. Mais ça, c'est venu après, quand j'étais au Muro. Ah ouais, t'as fait plaisir. Ouais. Après, t'es parti au Muro. Ouais, à quel âge? À 6 ans, je suis parti au Muro. Ouais. Parce que ma mère travaillait là-bas et c'était plus pratique pour elle. Ouais. Donc, on a déménagé et j'ai fait toute ma jeunesse, mon éducation au Muro, on va dire. D'accord. Alors, on sait que... On va y venir après, mais toi, c'était la musique. Hein, t'as baigné dedans. Voilà. Comment toi... T'arrives dans la musique. Par quel biais déjà? Par quel biais? Il y a eu plusieurs étapes. J'ai commencé d'abord par la danse, quand j'étais jeune, à l'âge de 13 ans. Ouais. On allait souvent au Mali avec mes frères. Mes parents organisaient avec d'autres parents maliens des colonies. Ouais. Où ils permettaient à leurs enfants d'aller vivre, de connaître le pays. Donc on se retrouvait juillet-août avec d'autres enfants maliens. Ouais. Et parmi eux, il y avait Baba Assi, Babson du Wanted Posse. Ouais. Avec qui on a commencé à danser. Donc on faisait les tournées des boîtes de nuit, on faisait des chorégraphies, etc. Et c'est eux aussi qui m'ont fait découvrir les premiers sons, on va dire rap, parce qu'on dansait sur des musiques rap. Ouais. Donc c'est la danse d'abord qui a pris le dessus. Ensuite, été 92, comme tout le monde, j'ai été frappé par les JO de Barcelone. Ah oui. Et la Dream Team de Jordan. Donc on est tombé dans le basket. Donc danse, basket, ça rap, ça se marie bien. J'ai été à New York l'année d'après. Et là, ça a été le choc. À quel niveau? Partir à New York à 14 ans, tout seul. Ah, tout seul? Tout seul. Ok. J'ai pris l'avion. C'est mon grand frère qui m'a payé le billet. Je suis parti tout seul à New York. Donc, je suis arrivé à Harlem, Queens, Brooklyn, Manhattan, tout seul, découvrir New York et découvrir tous les groupes qui sont apparus à cette période-là. Ouais.
Cypress Hill, Wu-Tang Clan, et j'en passe. Donc, la culture hip-hop en pleine face, les styles vestimentaires. J'ai commencé à acheter des vinyles. Ouais. Parce que quand je revenais en France, les sons n'étaient pas arrivés ici. Donc je suis devenu un vrai Américain. Maintenant, j'avais oublié le bled, j'allais plus aux colonies des parents. C'était les States. C'était les States. Dès que je pouvais, j'allais aux États-Unis. Et surtout que le billet à l'époque, c'était 300 francs. Ouais, ah ouais. Les gens ne se rendent pas compte. Ah ouais, c'est que nos dalle. parents, ils payaient une fortune pour nous envoyer au pays, mais pour aller aux États-Unis, c'était 300 francs. 300 francs, putain. Ouais, les gens ne le savaient pas. Donc c'était 300 francs le billet aller-retour pour New York. Donc dès que je pouvais, même si c'était un week-end, une semaine, j'allais à New York acheter des sapes, du son. Et comme je voyais que les sons n'étaient pas ici, je me suis improvisé une petite carrière de DJ. Ah ouais. Voilà. Ok. Ici, quand t'es revenu ici en France. Quand je suis revenu en France, et c'est un grand des Mureaux qui s'appelle Patrick Bocandé, qui était lui DJ pour des événements, pour des mariages, des soirées. Bah, il m'a pris sous son aile. Ouais. Et du coup, j'organisais aussi des événements avec lui. Et comme lui, il avait, on va dire, plus une culture R&B, zouk, etc. Moi, j'arrivais avec le côté rap, hip-hop. Et donc, on animait les événements à deux. Et après, j'ai commencé à animer mes propres événements sur le 7-8, des fois dans Paris, etc. Donc la carrière de DJ, elle a duré 3-4 ans quand même. Quand même, ouais. 3-4 ans. Je faisais des petites mixtapes aussi, que je bidouillais dans ma chambre, que je vendais aussi. Petite anecdote, c'est des fois, je faisais croire que c'était des cassettes de DJ Posca pour les vendre. Tu mettais la jaquette et tout? Non. C'est juste dit aux gens, j'ai la dernière Posca, si tu veux, je te la copie et je prends un billet au passage. Alors que c'était moi qui mixais. Mais parce que j'avais pas de nom, j'avais pas de notoriété, donc c'était le seul moyen que j'avais pour écouler mes mixtapes à plus grande échelle. Ensuite, vu que le DJing, en fait, ça rapportait pas trop, parce que le billet d'avion, acheter les vinyles à New York, etc., ce que je gagnais quand j'animais, ça couvrait pas les frais. Okay. Donc c'était vraiment très cher, plus l'achat des mixtapes, des tables de mixage, des mixettes, etc. C'était vraiment pas rentable comme activité, donc j'ai laissé tomber, mais j'ai laissé tomber suite à une soirée que j'ai organisée, parce qu'à la fin de chaque animation, je laissais couler une instrumentale, et je freestylais sur... le DJ, comment il prend le micro et... Voilà, pendant que les gens ils rangeaient un peu la salle, moi je mettais le son, et puis avec le micro, le temps qu'il range, je freestylais. Et c'est un de mes amis qui était là à cette soirée, qui s'appelle Mohamed Badji, qui m'a entendu et qui m'a dit « Mais c'est bien ce que tu fais ». Il m'a dit tu devrais rapper professionnellement. Je dis mais j'ai jamais rappé professionnellement, moi je bidouille juste à la fin des soirées et puis voilà, sans prétention aucune. Il me dit non, c'est bien ce que tu fais, moi j'ai un groupe, j'aimerais bien que tu nous rejoignes. Voilà. Donc et il m'invite le week-end suivant au Blanc-Ménil, chez Pablo Masta, donc un grand du reggae français, qui avait son studio chez lui et qui produisait donc le groupe de Mohamed Badji. Donc le groupe, les membres du groupe avaient 4-5 ans de plus que moi, j'étais le plus jeune, mais lui m'a introduit au groupe en disant que voilà, c'est un petit de ma zone, il ira bien, voilà, il va faire partie du groupe maintenant. Et on a sorti 4-5 titres comme ça avec lui. Le groupe n'a pas duré bien longtemps, ça a duré 5-6 mois, mais ça m'a permis d'avoir mes premières expériences face à un micro, avec du matériel professionnel. Et t'as kiffé, tu t'es dit bon, est-ce que je vais faire ça, ou quand le groupe il a splitté, tu t'es dit bon... Non, le groupe a splitté, moi j'avais aucune prétention, voilà, toujours. C'était comme ça. Quand je posais, je voyais qu'ils aimaient, donc ça me motivait à refaire d'autres textes et d'autres morceaux, et donc quand le groupe a splitté, j'ai laissé tomber avec eux. Mais ce qui s'est passé, c'est que ma mère, travaillant dans le social, avait créé une structure qui s'appelle le GAMS, un groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Donc, comme beaucoup de mamans, malheureusement,
Elle a été victime d'excision quand elle était jeune. Donc, elle a créé cette structure pour lutter contre l'excision. D'accord. Donc, elle a monté cette association qui avait plusieurs antennes en France et dans le monde. Et une de ces antennes était basée au Havre. D'accord. Ah Voilà. ouais. Tu commences à Ok, comprendre. je commence à... Je vois. Voilà. Donc, un jour, elle doit faire le trajet Les Mureaux-Le Havre. Et d'habitude, elle part avec ses amis. Mais ce jour-là, elle était toute seule. Elle me dit, viens faire le trajet avec moi, s'il te plaît. Et moi, j'ai dit, mais non, maman, j'ai pas envie d'aller au Havre. C'est la campagne, il n'y a rien là-bas. T'es jamais allé, hein? Non, j'étais jamais allé. J'ai pas envie. Donc, le cliché, les vaches, les prés. J'ai dit, maman, j'ai pas envie. Elle me dit, s'il te plaît. Donc, j'ai pitié pour ma mère. Ouais. Je monte dans la voiture, je boude tout le trajet. Donc, 2 heures de route. On arrive chez sa copine. Donc, elles font leurs histoires. Donc, elle me présente les enfants de sa copine. Donc, ils jouent au basket, je joue au basket. Ça passe bien. Bah, venez, on va au terrain, on va jouer. On arrive sur le terrain et on joue contre Médine, Salsa, Proof, l'équipe de la Boussole. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer. Donc, sans savoir déjà qui rappait. C'était juste le basket. Donc, on faisait que nos matchs de basket. Et à la fin du match, on se pose, on discute. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, j'avais un petit groupe de rap qui est sur la fin. Sinon, bah, je fais du basket. Ah ben, nous aussi, on rappe. Nous aussi, C'est un truc on de a un fou. studio. Bah, viens voir notre studio. Donc, ils m'emmènent dans leur studio. Et là, je suis choqué. C'est-à-dire que j'arrive dans un studio. Chez Pablo Masta, c'était home studio chez lui. Ouais. Eux, ils avaient un vrai studio. Ah, c'était déjà en place. Ah non, ils étaient en place. Mais tu vois pourquoi, petite parenthèse, j'aime bien faire ce genre d'émission parce que en fait, ça tient à rien. peu de choses. Ah, mais À même rien. plus que rien. Tu vas pas avec ta mère ce jour-là. C'est Tu fini. le rencontres C'est fini. pas. Tout ce qui se t'as passe pas là. le même- c'est Voilà. Mais il y a C'est plein de incroyable. choses dans la vie qui sont comme incroyable, ça. Tu incroyable. changes une virgule dans l'histoire. Et c'est pas la même histoire. Ouais, c'est pas la même histoire. Donc vas-y, je te Donc, laisse tu vois, le fait continuer. d'avoir accompagné ma mère, ça m'a permis de rencontrer Ah ouais. l'équipe de Dean Records. Donc, Salsa, qui était Ouais. le leader et le fondateur du label Dean Records, donc qui me fait visiter le studio. Donc, j'arrive et c'était vraiment une infrastructure de malade parce que eux, en fait, Salsa était animateur pour la ville du Havre, dans son quartier. Et il donnait des cours d'écriture Ouais. et d'MAO dans le quartier. Ouais. Donc, en contrepartie des activités qu'il donnait, il leur mettait à disposition un local. Ok. Et donc, dans le local, ils ont aménagé le studio. Donc, Ok. quand je te dis studio, c'est console, cabine séparée, Ah ouais. matériel pro, comme personne n'avait ici. Ok. Ils avaient une salle de répète pour des concerts. Ouais, c'est en place, hein. Ouais, c'était un grand complexe. Hein. Voilà, c'était un grand complexe. La salle, c'était vraiment une salle de spectacle où tu pouvais vraiment régler la lumière, faire les plans de scène. Je comprends les choix de la boussole tu maintenant. comprends. Je comprends mieux. Je Et comprends ils mieux. avaient une salle de répétition de danse avec des miroirs où tu Ouais. pouvais répéter tout ce que tu avais à faire sur Ok. scène. Donc, je fais la visite avec Salsa. Et je lui dis, bah, vous avez du vrai matériel. Il me dit, bah, vas-y, teste le micro et tout. Donc, je rentre dans la cabine. Première fois, je rentre dans une cabine. Je mets le casque. Il me dit, teste le micro. Ouais. Je dis, mais tu veux que je rappe quoi? Il me dit, bah, rappe un de tes textes. Donc, je rappe un des textes que j'avais avec Badji. Et il kiffe. Toi. Et donc, il me dit, ah, mais tu rappes trop bien. Faut que tu rejoignes le groupe. Je dis, mais direct. moi, ouais, direct. Et il n'y avait aucun membre, il n'y avait que lui et moi. Il me dit, faut que tu rejoignes le groupe. Ce que tu fais, c'est bien. Je dis, mais je comprends pas, le concept de ton groupe, c'est le groupe du Havre. Ça s'appelle, c'est MG, collectif Havrais. Je dis, Ouais. moi, je viens des Mureaux. Il me dit, non, c'est pas grave, tu rejoins le groupe. Donc, il milite auprès des autres membres en disant, le gars, là, Enars, il rejoint le collectif. Et les autres sont pas du tout d'accord. Oh. Ah, pas du tout. Donc, Tous, ils disent, non, tous, non, c'est pas un gars du Havre. Non, nous. Ouais, ils ont leur vision, tu vois. Ouais. Mais lui, il insiste. Il dit, si, le gars, il reste, il rappe avec nous. Et donc, depuis, bah, je rentre au Muro, je vais souvent au Havre. Chaque fois qu'il y a une répète, un concert, un truc, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe. D'accord. Et donc, redis-nous, il y a qui dans la boussole? Il y a Medine. Il y a Medine. Bah, à la base, il faut expliquer. Ok. C'est Salsa et Proof qui forment le groupe Nécessité. Ok. Voilà. Et c'est les Et leaders. C'est les leaders. Donc, Ok. la boussole, c'est un collectif de plusieurs entités. Ok. Donc, tu as Nécessité, Ouais. tu as NH, qui Ouais. était formé de Medine et du petit frère de Alassane,
Moody. Ouais. Donc c'était un duo. Ok. T'as un autre duo qui s'appelle Boucher Double avec Tiers-Monde et Brave. Ouais. Et après, t'avais des entités solo. Donc t'avais Razia, qui rappait un peu, lui c'était un peu le Aketo Tunisiano du groupe. Voilà. Ok. Voilà, pour que les gens captent un peu ce qu'il faisait. Ok. Et moi j'étais en solo, il y avait un autre qui s'appelle Koto en solo. Donc il y avait des duos et 3 membres solo. Et comment se passaient les séances d'écriture? Comment vous avez sorti un projet? On a sorti plusieurs projets. Donc ça se passait comment? Vous faisiez des collabs? Ou toi Il y t'es en avait- solo, tu restes en Chacun solo? avait son morceau solo. Donc il y Ouais. avait un morceau de Enars, un morceau de Koto, un morceau de Razia, un morceau de NH, etc. Et après des morceaux, on était mélangés. Donc on a sorti 3 albums du collectif Ouais. et plusieurs albums des entités. On va dire, je suis quasiment le seul qui n'a pas sorti Et pourquoi? d'album. Pourquoi? J'attendais mon tour. Hein. Ah ouais, d'accord. Discipline, tu vois. Ouais. Voilà. Et en fait, s'il y avait un programme, forcément ceux qui étaient les plus connus, donc Nécessité, Ouais. c'est eux qui ont été les plus mis en avant. Ils ont sorti 2 albums qui ont très bien marché. D'accord. Ensuite est venu Boucher Double, Ouais. qui ont sorti 2 albums et des EP. Hum. Il y a eu... Quand même, hein, franchement. ouais, on a ça une bonne pousse bien. discographie. Hein. Ah ouais. Et les 3 albums du groupe. À un moment donné, il y a eu un album expérimental de Samble, le frère de Salsa, qui était un de nos compositeurs, mais qui avait un concept qu'il voulait faire. Il a sorti ça en solo. Et moi, je devais pas tarder à arriver. Mais au moment où je pensais que ça arrivait, il y a eu l'éclosion Made in, on va dire. Oui. Voilà. Quand il sort En septembre. I'm Muslim, Don't Panic, tout Voilà. ça, c'est ok. 11 septembre, Made in qui veut expérimenter du solo. Et après, tout le monde se range derrière lui, en fait. D'accord. Tout le monde Ça se a bien range marché. derrière lui. Ouais. Et c'était ça, en fait. Dès qu'il y avait un projet, tout le monde se mettait derrière le projet et on poussait le truc. Ok. Ah. Et t'as lâché après? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses. Comme je te disais, c'était le label de Alassane, Ouais. qui était très structuré. Ouais. Voilà, très structuré. C'était vraiment le mot d'ordre. C'est la structure, l'organisation. C'était un label très professionnel, malgré le fait que ça soit d'abord un label associatif. C'était militaire. Ok. Voilà. C'est-à-dire que chacun de nous, en tant qu'artiste, on avait aussi une casquette professionnelle. On travaillait aussi dans le label. Ouais, j'ai vu une interview de Salsa qui disait ça, ouais, ok. Voilà, on faisait tout ça. Toi. Donc, Salsa qui est T'étais artiste plus un rôle dans un le rôle label. dans le label. Ok. Voilà, c'était hors de question que tu sois seulement artiste à te tourner les pouces et qu'il y a des gens qui travaillent. Donc, Très on avait tous intéressant, une c'est double rare, ça. casquette. Donc, par exemple, Medine, lui, il s'occupait de la com. Ok. Tiers-Monde, il s'occupait de la compta. Brave, il s'occupait du graphisme, Ouais. et du design, des photos, tout ça, avec un autre graphiste qui s'appelle Chilien. Et moi, par extension, je suis arrivé à la distribution. Oh. Putain, ok, Toi. d'accord. En remplacement de Hugues, qui était le distributeur originel de la boîte, mais qui a arrêté pour des raisons personnelles. Moi, j'ai repris la distribution et le label, on le faisait vivre comme ça. Ok. On faisait nos ateliers dans les écoles, lycées, etc. On vendait nos disques. On faisait du merchandising, donc beaucoup de t-shirts, des produits dérivés qu'on vendait. On avait un réseau de VDI, ça s'appelait. C'est des fans, en fait, qu'on avait un peu partout en France, Ouais. à qui on envoyait des packs de CD, t-shirts, et qui revendaient aussi. Ils se faisaient une marge D'accord, en ok. parallèle. Et moi, je travaillais la distribution, donc sur un réseau de à peu près 1000 magasins Ouais. qu'on avait en indépendant. Tu vois. Fort. Et donc, on avance, on sort nos projets. Mais un jour, Salsa, il fait une réunion avec toute l'équipe et il dit à tout le monde, il va falloir qu'on se réorganise parce que le label fonctionne, mais il ne fonctionne pas assez pour payer tout le monde. Parce qu'on était quand même une dizaine. Ouais. Voilà. Donc, Ok. Ouais, je vois. et je donc vois. il nous dit ce qu'on fait, donc les ateliers, etc. Il faut que chacun d'entre vous aille le faire dans son quartier. Parce que Le Havre, c'est une grande ville, mais là, le collectif était que sur le MG, le Mont-Gaillard. Donc tu avais NH qui venait de Socans, tu avais Koto qui venait de Sainte-Catherine, donc d'autres quartiers du Havre. Donc ça, il leur dit, chacun d'entre vous, vous allez créer une association similaire et Ok. vous allez faire exactement la même chose. Il y a assez de marché pour que
tout le monde s'y retrouve. Ok, pour apporter plus de Pour fonds. apporter, pour que chacun devienne autonome. Ok. Donc moi, je suis là, je dis, ouais, bah, elle est bien belle l'histoire, mais moi, j'ai pas de quartier Wavre, comment je fais? Ouais. Il me dit, bah, Enars, tu vas aller faire la même chose au Muro. Ok. Je dis, ah ouais, toi, j'avais même pas pensé à ça une seule seconde. Donc il me dit, tu vas au Muro, tu crées ta structure et tu fais exactement la même chose. Et je dis, ok. Donc je rentre au Muro, je me renseigne sur les créations d'associations, je crée mon association et je prends tout le template de Dean Records, toute la méthodologie qu'on avait et je la transpose au Muro. Donc je loue un appartement dans mon quartier, au rez-de-chaussée, un appartement que personne ne voulait parce qu'il était mal placé. Près de l'ascenseur, il y avait du bruit, les gens ils pissaient n'importe comment, il y avait des barreaux sur les fenêtres, personne ne voulait de cet appartement. Je dis moi je le veux, donc on me l'a loué et je l'ai aménagé. Donc c'était un F3, une chambre, j'ai fait un studio d'enregistrement. Dans la chambre il y avait un débarras, le débarras c'était la cabine de prise de voix, donc on a insonorisé et tout. La deuxième chambre c'était mon bureau et le salon c'était une sorte d'open space avant l'heure. Ok. Voilà, donc tous les salariés que je devais avoir, toi j'avais préparé, j'ai dit ils seront là. Et j'ai commencé comme ça. Donc au départ j'étais tout seul et pour avoir des emplois, j'ai fait une demande d'emploi jeune à l'époque. Donc c'était quelque chose que Dean Records aussi faisait, c'est-à-dire que tu fais une demande auprès du département ou de la région pour avoir des postes aidés, subventionnés. Donc tu crées de l'emploi. Donc je vais pour créer mon emploi. Et quand je vais déposer le dossier, la dame, elle me dit, mais pourquoi vous créez qu'un seul emploi? Je dis, bah, parce que je veux créer le mien. Elle me dit, mais vous pouvez en créer jusqu'à 7. Et faites-le vite parce que c'est bientôt fini. Ah ouais. Et je dis, ouais, ok, mais j'ai pas 7 salariés, tu vois, mais je fais quand même la demande pour cet emploi. Ok. C'est accepté. Donc je me retrouve à avoir 6 postes disponibles. Et donc j'embauche des petits de mon quartier. C'est un truc de fou, ça. Et je crée la boussole des Mureaux, quoi. Ouais, non, mais ok, maintenant je capte. Tu vois? Maintenant je capte. Donc, on fait exactement la même chose. On fait des ateliers dans les écoles, lycées, MJC, dans des prisons. Ouais. On sort des projets, on loue le studio, etc. Donc on fait nos petites compilations. Je fais venir des groupes de Marseille, de Toulouse, et on sort des compilations régulièrement. Putain, fort. On vend en Fnac. Donc je prends exactement ce que Dean Records faisait, hein, j'ai rien inventé. Et c'est ça qui, petit à petit, m'enlève un peu du rap. Mais je m'en rends pas compte. Je suis tellement pris par le truc que je m'en rends pas compte. Et tu kiffes? Ah ouais, je kiffe totalement. Je kiffe totalement. Parce que il y a quelque chose d'addictif dans la création d'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Ouais, je vois. De voir que tu es en train de créer quelque chose, que ça fonctionne, tu prends goût à ça, et tu as envie que ça aille. Et tu veux aller plus loin. Et lors d'un de ces ateliers que je fais dans un lycée de Poissy, un des élèves qui participe à cet atelier, c'est Edouard. Oui. Mon futur associé. Donc qui devient mon futur associé. Ouais. Donc Edouard qui vient à la base pour faire des morceaux, apprendre à faire des beats, etc. En échangeant, on discute bien. Et je lui dis, t'as vu ce que je suis en train de faire? C'est ça, je lui explique le projet que je suis en train de monter. Et ça lui parle totalement. Et puis, du coup, il me rejoint. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon gars sûr, tu vois. Ouais, bah oui. Plus de 20 ans plus tard. Et c'est ça qui a fait que... Donc c'est de toi-même que t'as lâché le rap, en fait? Non, pas de moi-même. Parce qu'il n'y a pas eu de décision où je dis j'arrête le rap, tu vois. C'est juste un jour tu travailles, tu dis, mais en fait, je rappe plus depuis un moment, là. Ça fait un moment. Et tu vois que les albums du collectif continuent de sortir, mais que inconsciemment, on n'appelle plus Enars pour les réunions artistiques, parce que dans la tête de tout le monde, je suis trop pris par le business, tu vois. Et c'est en 2012 que je me rends compte que je rappe plus. Tu vois, parce que il y a l'album, je sais plus comment il s'appelle, il y a un projet de Medine qui sort, qui à la base devait être un album de La Boussole. Ouais. Et je vois que je suis pas dessus. Et je dis, ah, mais attends, l'album est sorti, je suis pas. Et c'est là que je réalise que, en fait, je rappe plus, tu vois. C'est fort. Mais ça. Mais ça te gênait pas. Ouais, non, en fait, ça me gênait pas. Et après, bon, même en discutant avec ça, on discute, bah, gros, on est trop vieux. Laisse ça. Je dis, vas-y, on continue. Et voilà, donc c'est vraiment Alassane qui a transmis cette organisation qu'on a réussi à mettre en place.
et que j'ai réussi à dupliquer au Muro, d'abord sous forme associative. Ouais. Et comme je te disais, je faisais ces compilations où j'invitais des groupes d'un peu partout. Parce que moi, j'avais pas d'artiste, en fait. Donc, c'est des compilations que je faisais. Vu qu'on avait un studio, les gens venaient. Et il y a du monde qui passait quand même au studio. Et chaque fois qu'ils passaient, ils étaient choqués de l'organisation qu'on avait. Ils arrivaient dans l'appart, ils disaient, mais c'est quoi votre truc? Je dis, bah, c'est notre label, tu vois. Pour moi, c'est des gens assis qui travaillent dans des gens qui travaillent, des imprimantes, les fax, les ordinateurs. Alors qu'à l'époque, c'était pas ça. Mais moi, je ne savais pas. Organisation, non, je savais pas parce que les seuls contacts que j'avais, c'était Pablo Masta dans son studio et Dean Records. Voilà. Tout ce qu'on voyait après, c'était les magazines, l'affiche radicale, tu etc. pensais que tout le monde fonctionnait comme ça? Pour nous, même pour Dean Records, tout le monde fonctionnait comme ça. En fait, non. Donc c'est à force de côtoyer, parce que Dean Records, c'était que des artistes Dean Records. Ouais. Il n'y avait pas d'écho de ce qui se faisait à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Et en plus, le Havre, c'est loin. Le Havre, c'est loin. Donc, du coup, ils sont dans leur microcosme. Ils ont leur mode de fonctionnement. Et c'est moi, en fait, comme je reçois d'autres groupes pour les compilations, qui est la température et qui est le constat que ce qu'on fait, c'est pas normal. Ouais. Ou c'est pas courant. C'est pas courant. C'est pas courant. Donc les gars, ils arrivent, mais comment vous avez fait votre studio? Comment vous faites la distrib? Comment vous faites ci? Comment vous faites ça? Moi, je dis, mais on fait ça nous-mêmes. C'est nous-mêmes, on distribue nos disques. C'est vous-même qui les mettez dans les Fnac et tout. Je dis, ouais, c'est nous. Comment vous faites? Bah, on a un logisticien qui prépare les colis. On a un commercial qui appelle les magasins. On a un livreur. On a des voitures qui livrent les... Et ils sont là, ils disent, mais non, c'est pas possible. Comment vous faites? C'est l'organisation. Et donc, il y en a un qui me dit, est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc, c'était le manager de Ultimatum. Oui. Il me dit, là, on va sortir le projet d'Ultimatum. On est parti voir tous les distributeurs. Il n'y a personne qui est venu nous distribuer. Il me dit, Enars, est-ce que tu peux le faire pour moi? Je dis, bah, vas-y. Donc, on distribue le projet d'Ultimatum. Donc, on le met dans les Fnac. On organise leur showcase. À l'époque, la Fnac faisait beaucoup de showcase. Ça se passe très bien. Les vendeurs sont réactifs. Donc, moi, je rentre au Havre. Je dis à Salsa, il y a un truc qui se passe à Paris. Il y a beaucoup de groupes qui viennent me voir et qui me disent, on galère pour la distrib. Et je dis ça, je pense qu'il y a... Ah, c'était le problème un truc à faire. La distrib. Il me dit, ah ouais? Il me dit, ok. Il me dit, on va faire une réunion. Mais dans la réunion, je veux qu'il y ait un troisième gars. Je dis qui? Il me dit, ouais, Mathéo. Je dis, c'est qui Mathéo? Il dit, ouais, c'est le manager producteur de Sopra. De Sopra, ok, je vois. Je dis, mais je connais pas. Il me dit, ouais, là, il est en stage chez nous. Mathéo, il était en stage chez vous? Ouais, il était venu... je dis, ok. Mais c'est ça qu'il connaissait. Moi, je le connaissais pas. Parce que moi, j'étais pas tout le temps au Havre. Mais voilà. Donc, on fait la réunion avec Mathéo, avec Salsa et moi. Donc, j'explique que moi, à Paris, tout le monde semble galérer pour la distribution. Et Mathéo, lui, avec Sopra et Psycat, il dit, ouais, nous aussi, on galère pour la distrib. Il me dit, on galère pas pour les projets de Psycat, mais on galère pour tous les projets indépendants qu'on sort. Donc, ils avaient un groupe, La Suija, avec les petits frères de Soprano. Ils avaient Mino, un rappeur qui montait à l'époque sur Marseille, et d'autres artistes. Mais problème de distribution pour ces gars. Et même dans le reportage qu'ils ont fait sur Disney+, qui est sorti, qui est un très bon reportage, ils en parlent. Ils étaient obligés de vendre les CD dans les kebabs, dans les trucs. Toi, débrouillardise. Je dis, attends, vous galérez avec Psychiatre de la Rime à vendre vos CD. À Paris, ils galèrent. Nous, on a une distrib. Voilà, ni une ni deux. Il y a un truc. Voilà. Donc, on a appelé un grand du quartier pour nous aider à... Parce que là, il fallait passer en société. Ouais. Donc, il nous a aidé à structurer la société. Donc, on s'est associés à 3. Donc, l'équipe de Sopra, l'équipe de Dean Records et mon équipe de Paris, même si je suis de Dean Records. Et on a créé Satellite. Ok. Ok, Satellite. Voilà. Donc, on a créé cette structure qui s'appelle Satellite. Pourquoi Satellite? Parce qu'il nous fallait un nom. Ouais. Et parce que Satellite, ça veut dire associé, en vérité. D'accord. Et donc, le concept, c'était d'avoir plein de labels associés autour d'un même besoin qui est la distribution. D'accord. Voilà. Donc, on a créé Satellite. On a pris une page de pub dans le Groove été 2005. Juste une page de pub en disant les 3 labels s'associent pour créer Satellite. Envoyer un nouveau projet. C'est sorti. C'est sorti. Et derrière, raz de marée. Qui vous avez distribué? Donne-nous des noms en vrac comme ça. Là, franchement. En vrac les plus gros. Non, tout le monde. Tout le monde était gros à l'époque. Je voulais entendre. Ils étaient tous gros. On a eu, en termes de labels, on a travaillé avec Kilomètre. Ouais. Nouvelle Donne. Ouais. On a fait Soldat sans grade, donc Despo. Despo, ouais.
Alibi, j'ai Montana, vu son interview là dédicace. récemment. Non, tout le monde. On a... Je dis ça parce qu'effectivement, à l'époque, la distrib, c'était la vraie galère. Ouais. Et tout le monde était distribué par satellite. Exact. Honnêtement, c'est... Donc vous étiez riche alors. Ça payait bien. Non, sérieusement. Et nous, on n'avait pas vu que ça pouvait être une activité qui génère autant d'argent. Ouais. En fait, vous récupérez combien en fait? Comment ça se passait en fait la répartition financière? À l'époque du physique, hein, c'est pas le cas aujourd'hui. Physique, ouais. On va dire un CD qui est vendu 10 euros, pour faire simple. Nous, on a 4 euros. Ok. Et le producteur, il a 6 euros. Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais. Combien de temps vous avez duré, Satellite? Satellite, ça a été 4 ans. Hein. 4 ans sous le nom Satellite. Parce que pour moi, on continue aujourd'hui sous le nom Kézit. Mais voilà, justement. C'est 4 ans sous le nom Satellite. Pourquoi le changement de nom? Le changement de nom parce que on a eu une liquidation en 2008 de la boîte de distribution qui est arrivée pour plusieurs raisons. Parce qu'on travaille pas bien. Ah ouais? Ouais, pour être honnête, pas assez bien. On travaille bien quand même parce que ce qu'on a fait, c'était quand même quelque chose, mais pas assez bien pour le niveau qu'on voulait atteindre et par rapport à ce qui se faisait. Et il s'est passé beaucoup de choses à cette période-là. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, c'est une décision de Dean Records, moi et le label de Sopra. Ouais. Donc les produits phares qu'on avait, c'était les projets de Sopra. Donc par exemple, sa mixtape, Psychanalyse avant l'album, avec le son Hala Hala, c'était nous qui la distribuions. Okay. Tous les albums de Medine, c'était nous qui les avions. Donc c'était, on va dire, nos étendards. Ouais. C'est parce que ces artistes marchaient bien qu'on arrivait à démarcher tous les autres artistes. C'était comme ça que moi je démarchais. T'as vu, Soprano, X milliers d'albums vendus, c'est chez nous. Medine, c'est chez nous. Et Medine était chaud, bouillant à l'époque. Arrivé en 2007, je précise qu'on travaillait depuis Le Havre. Ok. La boîte était basée au Havre. Ok. Je commence à me rendre compte que c'est compliqué pour les artistes et les labels parisiens de travailler avec une boîte qui est basée au Havre. Ouais. Parce que quand ils viennent me voir au Havre, je vois la tête des gars. Moi, je suis un gars je vais pas venir avec ma mère au Havre. Loin. Je vois les gars, ils sont fatigués. Déjà, pour venir dans 7-8, c'est dur pour eux. Exactement, tu vois. Donc, je vois les gars, ils sont fatigués et ils se disent waouh. Et moi, je dis aux gars, je fais une réunion avec Salsa et Mathéo, je dis, je pense que il faut qu'on bouge du Havre et qu'on aille sur Paris. Parce que ce que les gars, là, ils sont en train de faire, c'est très chaud ce qu'on leur demande de faire. Bien sûr. De venir du 9-3, du 9-4 jusqu'au Havre pour nous livrer leur CD ou pour faire un point ou pour signer un contrat. Bien sûr. C'est un effort monstrueux. Mais ils le font. C'est-à-dire, ils sont tous venus. Tous les gars que je te cite, ils sont tous venus. Ils sont tous venus au Havre. Et je dis, il faut qu'on retourne sur Paris. Donc, on retourne, pas à Paris, mais au Muro, dans un premier temps. C'est 2007. Et ça coïncide avec la signature de Soprano chez EMI en artiste et de Medine chez Because en artiste. Ok. Donc, il y a une communication qui est faite. Soprano arrive chez EMI. Medine arrive chez Because. Donc, les gens ne comprennent pas. Quand moi j'arrive et je dis, ils sont chez vous, ils sont chez nous. Voilà. Okay. Donc, ils ne comprennent pas qu'en fait, là, ils partent en tant qu'artistes, mais que leur catalogue reste chez nous. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont imaginées. Ils pensent qu'il y a une embrouille, qu'on est séparés et que du coup, la boîte... D'accord, voilà. Ok. Donc, il faut expliquer ça. Ensuite, comme ils sont partis, et que ça coïncide avec la crise du disque, les ventes baissent fortement. Et moi, je vois les ventes des artistes, même ceux qui vendent bien, crise, hein. on passe... ils ont perdu presque 50% de leurs ventes. C'est là où il y avait les CD gravés, tout ça. Les émules, tout ça qui arrive. Donc on est obligé de se rabattre sur des labels, plus de labels, mais moins qualitatifs. Ouais. Plus de labels moins qualitatifs, c'est-à-dire forcément des labels qui connaissent moins le business. Donc des labels qui font pas de facture. Okay. Donc nous, l'erreur qu'on a faite, et quand je dis qu'on travaille pas assez bien, c'est qu'on a payé des labels qui n'avaient pas de structure, qui n'avaient pas de facture, etc. Et donc, on a été contrôlé
par le service des impôts, Aïe. qui sont venus nous dire vous avez fait un paiement de 30 000 euros à un tel, à 25 000 euros à un tel. Ce sont les Ce factures. sont les factures. Donc nous, on appelle les gars, tu peux m'envoyer la facture du paiement que je t'ai fait. Ouais, je te l'envoie. Rien. Disparition. Putain. Donc, redressement sur l'ensemble de ces paiements. Oh purée. Et du coup, mon conseiller de l'époque me dit, c'est mieux de fermer la boîte parce que là, en termes de TVA, ce que vous allez payer, C'est énorme. c'est énorme. Ouais. Ça sert à rien de travailler pour payer la TVA. Je l'ai écouté. Et ça a été une erreur de ma part. Voilà. Donc, j'ai été liquidé la boîte. C'est-à-dire que c'est même pas un tribunal qui a dit, on coule votre boîte. C'est moi qui suis parti déposer le bilan de la boîte. Ah ouais. Voilà. Donc, ça, c'est une erreur de ma part. De jeunesse. Avec le recul, Ouais. j'aurais pas liquidé la boîte. Hmm. On aurait Bref. mis en place, Ok. il y a beaucoup de solutions pour régler ça. Ok. Mais c'est une erreur que j'ai faite, donc on a liquidé la boîte. Et donc ça a envoyé beaucoup de messages négatifs. Une boîte liquidée, Medine qui part, Soprano qui part. Voilà. C'est vrai. Beaucoup Ok, de je problèmes. capte, je capte. Mais tu t'avoues pas vaincu. Jamais. On s'est pas vaincu parce que, en fait, le business fonctionnait. Tu vois. Comme tu disais, on faisait beaucoup d'argent. Voilà. Il y a eu un problème de TVA, etc. Mais le business en lui-même, il fonctionnait. Donc, on s'est posé, du coup, avec l'équipe, donc, notamment Edouard et Mams, et on a dit, bon, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Et on a décidé de continuer, de régler tous les problèmes qu'on avait identifiés, parce qu'il y en avait beaucoup, au-delà du problème de TVA, dans la manière de travailler, on pouvait améliorer ça drastiquement. Et puis, on a tout revu de fond en comble. Que ce soit le nom de la boîte, la couleur des bureaux, les process internes, etc. On a tout revu. Et c'est là qu'on a changé de nom et qu'on est devenu Kézit. Kézit. Voilà. Ok. Je voulais m'arrêter sur un artiste qui est un gros artiste aujourd'hui et qui était sous ton management ou production, c'est Monsieur Nov. Ouais. Raconte-nous tout sur comment tu l'as découvert, comment vous êtes rencontrés, comment tu l'as développé aussi. On s'est rencontrés parce que j'avais signé une artiste en qui je croyais beaucoup, qui venait de Cannes. Tu sais, à l'époque des MySpace, là. Ouais. Je fouinais beaucoup et je suis tombé sur une artiste qui habitait à Cannes, une chanteuse exceptionnelle, elle s'appelait Shiny, qu'on a signée sur notre label. Et on a commencé à travailler son album. Donc quand on fait la réunion de travail, elle me dit, il y a un gars, j'aimerais bien avoir ses prods, il s'appelle Monsieur Nov. Et je dis, c'est qui Monsieur Nov? Elle me dit, c'est un gars qui fait des sons, il est très fort et tout. Je dis, ok. Donc on organise un rendez-vous à Châtelet. Moi, je m'attends à voir un Renoir arriver. Comme beaucoup, toi, je savais pas qui c'était. Et je vois donc le Monsieur Nov, chinois chauve, avec des lunettes, qui nous ramène des prods et tout. Et puis, au passage, il me dit, tiens, j'ai sorti un petit EP cette année. Attends, à la base, tu dois le voir parce qu'il fait des instrus. Oui, je dois juste le voir pour des instrus. Donc, il me dit, tiens, au passage, voilà le projet que j'ai sorti cette année. Donc, il me le donne. Je dis, merci. Moi, je calcule pas. Je dis, bon, donne-moi les prods pour ma chanteuse. Et puis, mais je rentre et j'écoute. Et je dis, waouh. Je dis, mais il est chaud, le gars. Je le rappelle direct. Je dis, je viens d'écouter ton projet, là. Je dis, mais t'es qui? Tu fais quoi? Il me dit, c'est un projet que j'ai sorti avec mon label indépendant, mais ça marche pas trop. Je dis, mais qui s'occupe de toi? Donc, il me donne le contact du gars qui s'occupe de lui. C'était Christian de Noir et Fier. Ouais. Voilà. Donc, je l'appelle et je dis, salut Christian. Je dis, je m'appelle Moussa, voilà ce que je fais. J'ai écouté ton artiste, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, on fait rien, ça n'a pas marché. Moi, je suis retourné, je vends des habits, j'ai ouvert une boutique de vêtements. La musique, laisse tomber. Je dis, je dis, t'abandonnes ce gars-là, là? Je dis, écoute, je te propose un truc, laisse-moi m'en occuper. Je dis, si ça marche, j'ai une stratégie, si ça marche, il vient chez moi. Il me dit, vas-y. Donc c'est là que je lance toute ma stratégie sur Nov. Donc on réédite son projet qu'il avait sorti, on rajoute des titres, je clip Laissez-nous pleurer, Trop fraîche, BCJC, etc. Et puis je mets une stratégie de concert à chaque clip. Donc on fait un clip, un concert. Donc on a commencé par Seine-Bastille, 200 places, et à chaque fois je mets ma petite chanteuse en première partie. Donc elle faisait du R&B aussi, ça matchait très bien. Ok. Donc Seine-Bastille, rempli. On sort le deuxième clip, on prend Nouveau Casino, 400 places. Donc à chaque fois on monte Monter un peu. 400 places, Rempli. Trabendo, 700 places,
rempli. Wow. Je dis, aïe, aïe, aïe. Je dis, là, Là, c'est combien de temps que tu travailles avec lui, là? Ça faisait 6 mois. 6 mois, 6 mois. Ouais, putain. Et donc là, on dit, OK. Et on sent que ça commence à prendre. Donc je dis au gars, t'as vu, là, on a épuisé le stock de la réédition. Il faut qu'on parte sur un nouvel album. Donc c'est là qu'on enregistre l'album Groove Therapy. Donc on enregistre l'album Groove Therapy, qui sort en décembre 2010. Et on enchaîne avec l'Élysée-Montmartre. Ouais. On continue la stratégie, ça prend. Donc à la fin de l'Élysée-Montmartre, 1400, 1500 personnes, et j'ai vu tout le monde dans la scène. J'ai vu des drivers, des Mac Taylor. Quand j'ai vu Mac Taylor dans le public, j'ai dit c'est beau, c'est bon. Là. Si lui là, il vient au concert de mon artiste R&B, c'est que c'est bon. Parce que Nov, toi, c'est quasiment le seul artiste à l'époque que même un gars de quartier pouvait écouter sans baisser le volume quand il rentre au quartier. Dans les paroles et tout, non, c'est vrai. Fier, tu rentres, tu mets le son, il n'y a pas de problème. Toi, des fois, tu étais avec un autre style de musique, tu baisses parce que tu dis, bon, là, je rentre au quartier, il faut que je mette un peu plus de... mais Nov, tu pouvais rentrer normal. Tranquille. Donc, quand j'ai vu Mac Taylor, je dis, ouais, c'est bon. Donc, on fait les Montmartre et ça a pris. Donc, à la fin des Montmartre, c'est la fin de ma stratégie. Donc, je m'assois avec Christian, son frère. Je dis, voilà, vous avez vu, ma stratégie, elle va fonctionner. Maintenant, comme prévu... Je récupère l'artiste. Ouais. Et là, chacun, quoi. Je dis, OK. Donc, et c'est dommage parce que tu vois... Attends. Ils ont quoi? Ils ont repris l'artiste? Ils t'ont pas laissé? Non, ils ont fait un micmac bizarre. Ils sont partis. Et t'as perdu Monsieur Nov à ce moment-là? À ce moment-là, je perds Monsieur Nov une première fois. Ah. Voilà. Et... donc t'as travaillé pour eux, en fait, gratuitement? Non, parce que contractuellement, c'était sécurisé. Ok. Je suis pas fou. Hein. Ok. Non, c'est jamais. Non, c'était sécurisé, tu vois. Mais ils n'ont pas respecté l'engagement qu'on avait. C'est-à-dire que toi, tu m'as dit, tu vas faire des vêtements. Ça, Je m'occupe de l'artiste, je le développe, je te propose ma stratégie, elle marche. Maintenant, tout le monde veut l'artiste. Et à ce moment-là, tout le monde voulait signer l'artiste. Ok. J'avais des rendez-vous à EMI, à Sony, tout le monde voulait signer l'artiste. Et je dis, OK, il est chez moi. Et je leur dis, il y a un gros truc qui se passe. Laissez-moi, même si vous voulez pas partir, même si tu veux pas respecter l'engagement, viens, on va au bout. Il y a un deal qui est intéressant pour Nov que je peux avoir. Ils en font qu'à leur tête. Et je dis, vous savez, moi, je suis dans la musique. Vous n'êtes pas de la musique. Ce que vous faites, ça va pas marcher. Dans un an et demi, vous allez revenir. Un an et demi plus tard, c'est Monsieur Nov tout seul qui revient me voir. Ah, OK. Toi, il vient me voir et il me dit, je comprends pas. Je dis, qu'est-ce que je comprends pas? Il me dit, depuis que je suis parti, ça marche plus. Je dis, ouais, ça marche plus, mais c'est parce qu'on n'est plus derrière. Et je dis, ton équipe, elle t'a pas dit ce qui s'est passé. Elle t'a pas dit que c'était moi qui finançais tout. Parce que moi, j'avais toujours ce respect. Je suis une maison de disques. Il y a un manager qui était Christian. Je parle pas trop à l'artiste, vu qu'il y a un manager. D'accord. Donc, toutes les directives, je les donnais à Christian et puis il allait faire son reporting. Donc, je présume qu'il n'a pas expliqué à l'artiste à ce moment-là que c'était pas lui qui faisait les moves, mais que c'était Satellite qui hésite et Interlude. Donc, Nov vient, je dis, bah voilà, tu vois, pourquoi ça marche pas? C'est parce qu'en fait, c'était nous qui faisions tout. Et là, maintenant, vous avez essayé de faire les choses tout seul. C'est un game, la musique. C'est un vrai business. Et je dis, maintenant, vu que tu as compris ça, moi, je veux plus d'interlocuteur entre toi et moi. Donc, réunion avec Christian, je dis, c'est fini. Maintenant, Nov, il signe un contrat 100% avec nous. Vous, c'est fini. Vous êtes OK, tout le monde est OK. Nov, il signe. Salam, Christian, et on continue. Donc là, il est revenu. Je dis, mais là, tu vois, tu nous as niqué 2 ans. Après, c'est dur de repartir comme ça. On doit reprendre la stratégie qu'on a laissée en cours de route, en prenant en compte qu'on a laissé 2 ans passer. Donc, on reprend. Donc, c'est là qu'on sort le projet pur. Parce qu'entre-temps, il décide de changer de style. Donc, on sort pur, mais il veut changer de style, mais il n'ose pas trop. Voilà. Donc, il veut faire du R&B, mais Nov, il aime beaucoup le rap en vrai. Il aime beaucoup le rap. Mais je lui dis non. Toi, il fait des petites maquettes rap. Je dis non, c'est pas... Reste encore dans le R&B, mais un peu plus urbain, mais voilà. Donc, on sort le projet pur et on reprend la stratégie. Projet, concert. Donc, Bataclan, Cigale, etc. Un premier Olympia qui coïncide avec l'album
Culinan. Ouais. Donc on sort et on continue. On continue. Après, il y a les Evo qui arrivent. Evo 1, projet, clip, concert, projet. Et ça clip, prend, concert. ça augmente. Et ça. on Ça reprend. Mais les gens ne savent pas que quand tu perds 2 ans dans un processus, en fait, c'est comme si on a perdu 10. Donc, on a repris en 2012-2013, mais c'est qu'en 2018 qu'on a retrouvé le level qu'on avait en 2010. Ah ouais, ok. Il a fallu tout ce temps-là pour reprendre, toi, parce que c'est en 2018 qu'on fait le Trianon. Trianon qui est à peu près la même jauge que l'Élysée-Montmartre. Mais 2018, Élysée-Montmartre, c'est en 2010. Ok. Tu comprends? Ok. Donc il s'est passé tout ça pour retrouver ce truc-là. Et même à l'époque, quand je lui dis on va faire le Trianon, ben, il n'y croit pas parce qu'il se dit mais non, mais c'est fini, je peux plus. Je dis si, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Parce qu'on a repris le process, on a refait les petites salles, on a fait, j'ai oublié le nom, Pan Piper, 500 places, etc. On a repris le process. Et c'est ça, en fait, tu éduques ton public à venir et tu communiques sur des événements complets dans la tête des gens. Ça donne envie à ceux qui ne sont pas venus de venir à la prochaine date. Qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais, c'est ça. On sait, moi depuis le départ, je sais, par exemple, il vient de faire Bercy vendredi dernier. Dès le départ, je sais que c'est un gars qui peut faire Bercy. Mais si tu fais Bercy en 2008, tu tapes poteau. Ouais. Tu es obligé d'éduquer les gens au succès. C'est au succès à venir. À dire, cet artiste-là, il remplit les salles. Et c'est ça qu'on fait. Donc en 2018, on fait le Trianon, concert archi rempli, magnifique. Et 6 mois plus tard, malheureusement, il repart à nouveau. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? De ces mots, hein, Ouais. il avait une sorte de frustration. Pas parce qu'il vivait pas bien de sa musique, hein, parce qu'il gagnait de l'argent, mais de reconnaissance. Voilà. Il y a des gars moins bons que lui, qui ont plus de reconnaissance. Reconnaissance de qui? Mais c'est pas de ton fait, ça. Ben non, mais ça, c'est les artistes, ils ont besoin de cette reconnaissance, que le game le reconnaisse, faire partie d'un truc, tu vois. Et un jour, il part en séminaire avec Universal à Miami pour faire des prods pour un artiste d'Universal. Et moi, je dis à mes équipes, en fonction de ce qu'il a dans la tête, quand il revient, on l'a perdu ou il reste. Ah ouais, tu savais, tu sentais. Mais je sais, c'est les stratégies des majors. D'accord. Donc, ils sont partis 1 semaine faire leur séminaire. Et quand il revient, il me dit, je veux partir. Et je dis, OK. Il n'y a pas de problème. Il y a un truc que j'ai vu dans une de tes interviews, tu disais, dès que je signe un artiste, je prépare son départ. Je sais qu'il va partir. Ça ne dure jamais. Ça dure jamais. C'est comme ça, c'est la vie. Donc ouais, toi, t'as pas de problème avec ça? Non, j'ai pas de problème. Après, il faut bien partir. Ouais. Tu peux partir, mais il faut bien partir. C'est juste ça. Pour moi, je nous vois comme des clubs de foot. Les sportifs viennent, partent. C'est des négociations contractuelles, etc. Voilà, donc il n'y a aucun problème à ce que tu veuilles partir. Et vous êtes bien séparés? Non, malheureusement. Vous n'êtes pas bien séparés? Moi, j'ai pas de problème, hein, mais ça n'a pas été fait avec le respect et la considération que tu devras avoir pour quelqu'un qui t'a développé pendant 10 ans. T'as été invité à Bercy? Ah non, mais on se parle plus depuis un moment. Mais c'est la vie, tu vois. Moi, c'est la vie, ouais. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis fier quand je le vois faire son Bercy, parce que je dis, bah, tu vois, on n'avait pas tort. Le gars, il pouvait y arriver. Ça a mis plus de temps que prévu, mais au final, il l'a fait. Maintenant, il faut voir la suite. Donc, comme l'a dit Fatih, je suis obligé de te citer, comme l'a dit Fatih. Elle t'a grondé, là. Ah, elle m'a grondé. On va parler de l'Afrique maintenant. Et surtout, le deal avec Apple, c'est en Afrique? Non, c'était avant. Le deal avec Apple, c'était juste avant la liquidation. D'accord, tu vas nous parler du deal avec Apple et après l'Afrique. Ok, donc, comme je te disais... Comment t'arrives à faire un deal avec Apple? Comme je te disais tout à l'heure, c'est que en tant que distributeur, je suis le premier à avoir les indicateurs du marché. Je sais quand un disque vend, quand le marché... Voilà. Donc, je me rends compte que les ventes de disques, même ceux qui sont top artistes, c'est divisé par 2. Ouais. On le voit de plein fouet, on se prend ça dans le visage. Et donc, il y a le digital qui arrive. iTunes,
qui propose une solution, alors qu'il y avait les émules, les Napster, le peer-to-peer, tout le monde piratait à tout va. Eux, ils arrivent avec une solution qui permet de vendre la musique légalement. Et c'est les premiers sur le marché à l'époque qui représentaient 90-95% du marché. Donc, moi, je vois le truc venir, je me dis, il faut peut-être y aller. Surtout qu'il y a Believe qui commence à s'implanter, qui eux sont 100% digital et qui ont cette solution de distribution. Eux, ils font pas de physique. Ouais. Mais ça me met la puce à l'oreille. Je dis, il y a un truc qui se passe dans le digital, il faut aller. Voilà. Donc, je contacte Apple, tout simplement. Ah ouais, ok. Je cherche les contacts. J'arrive à trouver le contact du responsable. On échange avec mon anglais fracassé. Et il me pose des questions. Voilà. Donc, c'est un questionnaire sur le catalogue qu'on a, sur des compétences techniques, des compétences informatiques, parce que c'est lourd informatiquement de travailler en digital. Et moi, je réponds oui à toutes les questions. Je dis oui. Vous savez faire ça? Ouais. Vous savez faire ça? Oui. Yes, sir. Ouais, je sais faire. Ouais. Tout ce que je sais qui est fort, c'est que j'ai un gros catalogue. C'est pour ça qu'il parle avec moi. Bah oui, ouais. Tout le reste, j'ai c'est capté. je sais pas faire, mais t'inquiète pas, on va savoir faire. Donc on finit le questionnaire. Ils me disent on va étudier votre demande. Quelques semaines plus tard, ils me disent c'est bon, le compte est ouvert. Là je dis putain, je suis dans la merde. J'ai dit oui à tout. J'ai dit oui à tout, comment on va faire? Donc je cherche des sociétés informatiques. Je leur dis voilà, il me faut un site pour faire ça, pour envoyer la musique là. Il n'y a aucune société qui répond favorablement à la demande. Je dis mais on est foutu. Et là la chance que j'ai, c'est que dans ma famille, il y a mon cousin Sidi, qui est un geek informatique. Donc je dis Sidi, Inch'Allah, tu vas répondre positivement à la question que je vais te poser. Est-ce que tu es capable de me faire ça? Il me dit Moussa, je sais faire. Je dis Sidi, tu sais faire? Il me dit ouais, mais j'ai pas le temps. Je dis non, Sidi, tu vas pas me faire ça. Il me dit non, j'ai pas le temps parce que lui, il est vraiment, pour moi, c'est le Black Steve Jobs. Ouais. Toi, les gens ne le connaissent pas, mais c'est un monstre informatique. Il travaillait pour BNP, Police Nationale, L'Oréal, etc. Donc, c'est un gars qui vient du Mali, qui est venu faire ses études en France. Et déjà, à l'époque, au Mali, il bidouillait des antennes pour que les gens captent TPS, CanalSat. Voilà, il bidouillait ça. Toi. Et il est venu faire ses études informatiques à Nantes et il a eu des postes à Ndjik. Il me dit, je peux faire, j'ai pas le temps, mais je vais te mettre en place une équipe au Mali qui va te faire ça. Et c'est comme ça qu'on commence à aller au Mali. Parce qu'il m'a mis en place une équipe informatique et on va avec Edouard. On fait des allers-retours. Voilà ce qu'on veut. Et il code. Il nous pond notre site. Ah ouais. Okay. Donc on rentre toutes les informations d'Apple et bam, on est capable de livrer. Et après, on va démarcher toutes les autres plateformes. Ah ouais, ok. Donc c'est Sidi, Dieu merci, qui est mon associé encore aujourd'hui. Sans lui, c'est mort. Ah non, sans moi, c'est mort. Voilà, aucune chance de survie sans Sidi. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, ton rapport avec l'Afrique, on va en Afrique, ouais. À la base pour notre plateforme informatique, donc les informaticiens. Mais à chaque voyage, je regarde un peu le marché. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est un de mes grands frères qui me dit, ce que tu fais, pourquoi tu le fais pas au pays? Je dis, mais il n'y a rien au pays. J'y vais, je vois les informaticiens, il n'y a rien. Il me dit, non, mais il y a plein d'artistes. Et il me dit, va voir un de mes potes de ma part et tu lui proposes tes services. Son pote, c'était Toumani Diabaté. Le père de Sidiki. Le père, ok. Donc moi, je sais même pas à l'époque c'est qui Toumani Diabaté, mais il me dit, va voir mon pote, c'est mon pote d'enfance, on a grandi ensemble. Tout. Donc je prends l'avion et mon frère, c'est le nerveux de la famille. Donc si j'y vais pas, tu vois. Donc au départ j'y vais sans prétention, c'est juste j'y vais pour obéir au grand frère. Voilà. Donc on a rendez-vous avec Toumani au Radisson de Bamako. T'as eu des voyages importants au Le Havre avec ta mère. L'avion. Et donc j'arrive et je dis à Toumani, je suis petit frère de Lassine, et il me dit de venir te voir. Voilà ce que je fais. Et c'est là que je le découvre, je le connaissais pas, et puis il m'explique ce que lui il fait aussi. Il me dit petit, c'est bien ce que tu fais, mais moi j'ai tant de Grammy Awards, moi, toi. Je travaille avec des labels anglais, moi je fais ci, je fais ça, ce que tu fais, ça peut pas m'intéresser, mais ça peut intéresser mon fils. Je dis, c'est qui ton fils? Il me dit, il s'appelle Sidiki. Il dit, il chante? Il me dit, non, il fait des beats. Je dis, ok, mais on peut l'éditer. Moi, à la base, Sidiki, je l'approche que pour les éditions. Ah, il chantait pas? Non, il chantait pas. Il faisait que des instrus, à la base. Tu vois, donc il faisait que des instrus, donc il fait des instrus, et donc il me fait écouter un son. Le premier son qu'il me fait écouter, c'était un gars qui s'appelle Memo All Star, un rappeur du Mali,
avec Mohamed Diaby, un des plus grands chanteurs du Mali, sur une prod de Sidiki. D'accord. Donc je reviens avec ce morceau-là en France et je leur dis voilà ce que les Maliens sont capables de faire. Et c'était un tube, le son. Donc je fais écouter à mes équipes. Je dis je pense qu'il y a un truc à faire au Mali. Ce que je vais faire, je vais partir un mois et demi, tout seul, et je vais regarder ce qu'il y a à faire, et en fonction, on verra. Donc je prends l'avion, et là j'y vais tout seul, en mode, je vais regarder ce qui se passe. Analyse du marché, parce qu'on a des process pour analyse du marché, je liste combien d'artistes il y a, etc. Je fais un mois, je reviens, je dis à tout le monde, on laisse tomber la France, on va en Afrique. Ça s'est passé comme ça. Direct. Donc mes équipes, elles me regardent, elles me disent qu'il a pété les plombs ou ça. Et tout. Je dis non, on va en Afrique. On laisse tomber la France. On va en Afrique. On continue avec Monsieur Nov, etc. Parce que c'était en 2013-14. Ouais. Je dis on continue Monsieur Nov, ça marche bien, mais on va en Afrique. Donc on va en Afrique, on ouvre le premier bureau et je signe tous les artistes que Sidiki produit au niveau des beats. Donc Memo All Star, Talbi, etc. Gaspi. On signe tous les gros artistes de l'époque. Donc on fait par exemple Talbi, qui est le premier que j'ai signé. On fait son clip, on gagne le trophée du meilleur clip au Mali. Première fois que les clips ils passent sur Trace TV. Trophée. Et on commence à distribuer en digital. Alors qu'à l'époque, quand je faisais mon observation, j'allais en boîte, Shazam, il n'y avait aucun son qui passait sur Shazam. Ouais. Personne n'était référencé. Donc on commence à mettre les sons en ligne, etc., etc., etc. Et donc Sidiki, voyant ça, il dit à son père, « Ah, papa, le gars là, il est en train de faire du bon travail sur mes concurrents, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient tous en clash. Hein. Ouais. C'est comme Booba, Karis, Rof, tout ça, tous en clash au Mali. Tous les noms que je t'ai cités, ils étaient tous en clash. Ok. Voilà. Donc Sidiki, il dit, ah, les gars là, ils sont en train de faire du bon son, du bon travail sur mes concurrents. Moi, j'ai envie de travailler avec eux. Et ça tombe pile poil au moment où il fait des expérimentations de son, avec le son Yanafid de Benin, qui est repris par Booba, validé. Donc ça, c'est des expérimentations de Sidiki à la chanson. D'accord. Moi, la première fois que j'entends son là, je dis waouh. Je dis c'est qui? Après, on me dit Sidiki. Je dis ah, tu chantes? Il me dit ouais, je m'entraîne et tout. Ok. Donc il y a tout le truc de Booba qui se passe et ça fait que tout le monde veut signer Sidiki. Donc à l'époque, je suis pas dans la conversation, hein, mais je suis présent à toutes les réunions. Donc je vois les gens d'Universal qui viennent, ils savent pas qui je suis et j'écoute. Donc je sais quelles sont les propositions qu'ils font. Ils savent pas qui je suis, moi je sais qui ils sont. Je les vois tous venir s'asseoir devant le daron. On veut signer Sidiki, on te propose tant. On veut signer Sidiki, on te propose tant. Moi je suis là, j'écoute. Donc après je vois le daron, je dis moi je te propose tant. Ah ouais, ok. Donc le daron il fait ah bon? Je dis ouais, moi je te propose tant. Donc, j'ai vu les propositions, j'ai proposé plus. Il me dit t'es sérieux? Je dis ouais. Je dis à mon frère, j'appelle mon frère, je dis dis-lui de venir au bureau. Donc il vient au bureau avec Toumani. Et Toumani dit rajoute 10 000. Je dis, il n'y a pas de problème. Je rajoute 10 000. C'était simple, c'est des négociateurs, toi. Je rajoute 10 000. Donc, je rajoute 10 000. On signe Sidiki. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, le fait d'avoir Sidiki, c'était comme un peu le fait d'avoir Monsieur Nov en France. Étendard. Voilà, on m'appelle. Pourquoi il n'y a pas Kizit au Burkina? On ouvre au Burkina. Pourquoi il n'y a pas Kizit au Togo? On ouvre au Togo. Pourquoi il n'y a pas Kizit là? On ouvre. Et vous êtes ouvert dans combien de pays, là? Une vingtaine. Ouais. Mais on couvre plus de pays parce qu'il y a des pays qu'on travaille à distance. Ah ouais. Fort. Ouais. Franchement, tu vois les rencontres, les conseils, et puis des fois, respect. On te dit de faire quelque chose, t'as pas envie de le faire. Ouais. Et si tu le fais pas, si j'écoute pas mon frère, je vais pas au Mali. Ouais. Et si je vais pas avec ma mère au Havre, j'en prends pas de c'est ça. C'est un truc de fou. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission, comme je te disais. C'est important de savoir ça. Ça se joue à peu de choses, à rien, quasiment rien. Mais incroyable ce que t'as construit. Ouais. Et là, du coup, on a levé les pieds en France. On se positionne vraiment comme une maison de disques africaine pour les artistes africains, pour les aider à toucher le monde entier, parce qu'il y a vraiment des gros talents. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et en termes d'argent, les gens n'ont pas conscience de ce que l'Afrique fait. À investissement égal, tu vois, j'ai passé 10 ans avec Monsieur Nov, par exemple, j'ai gagné de l'argent. Mais par exemple, sur un Sidiki, j'ai dû investir 25% de ce que j'ai mis sur Nov. Ah ouais? Ouais. Mais il a dû me rapporter plus, 100 fois plus
C'est important de le dire. Hein. Tu vois, l'Afrique, les gens sous-estiment. Tu vois, là, mais je m'occupe d'artistes que les gens connaissent pas, mais ils te remplissent des salles, t'as pas idée. Des artistes, ils te font des 1 million de vues en 24 heures, tu les connais même pas. Tu les connais même pas, ouais. Des petits rappeurs, on parle beaucoup des artistes ivoiriens qui font des vues, tout ça. Je te sors des petits rappeurs du Mali, du quartier, qui font 5 fois ce qu'ils font. Mais personne ne les connaît ici, en tout cas. Ouais, mais on y travaille. Mais déjà, ils génèrent de l'argent. Beaucoup d'argent. On viendra les voir. On viendra il y a des concerts qui arrivent, là. On viendra. Il y a des concerts. Il y a des concerts. Putain, Moussa, très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça, on peut faire... malheureusement... Là, il faudra 5 verres. Autour d'un bar. Ouais, je te jure. En tout cas, l'émission elle touche à sa fin. Et comme je t'ai dit, elle s'appelle Autour d'un verre. Toi, c'est quoi la phrase qui te caractérise, que t'aimes bien, que tu veux partager avec les internautes? 2 phrases. Vas-y. Il y a une devise. Dieu, famille, travail. Ok. Voilà, ça c'est ma devise. Ok, ça c'est... Mais après, il y a une phrase que j'applique dans le business, c'est le plan B, c'est de respecter le plan A. Donc, il n'y a pas de plan B, en fait. Il n'y a pas de plan B. En fait, ça, je dis ça parce que j'ai monté une boîte de consulting et je dis ça souvent aux gens que je coach. Les gens vont rarement au bout de leurs idées. Ils abandonnent quand il y a des difficultés. Ouais, c'est vrai. Il faut aller au bout. Il ne faut jamais laisser tomber. Tant que tu n'es pas arrivé au bout de ce que tu as à faire, n'arrête pas. Moussa, j'ai vraiment kiffé. Non, je ne m'attendais pas à tout ça. Non, sérieux. Non, je ne m'attendais pas à tout ça. Nous, dans Autour d'un verre, comme je t'ai dit, on découvre en même temps aussi. Ouais. On veut volontairement découvrir en même temps. On travaille un peu, bien sûr, mais on veut découvrir. Et là, ce que j'ai découvert, c'est... ça fait plaisir. Source d'inspiration, source de motivation... Les spectateurs, lorsqu'on est à guichet fermé, là, ils ont dû kiffer aussi. J'espère. En tout cas, c'est un plaisir. Et merci pour l'invitation. Je sais que j'ai mis du temps. Ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Mais c'est parfait. Voilà. L'essentiel, c'est que tu es là aujourd'hui. Je ne peux pas refuser. Ça fait partie des émissions que je ne peux pas refuser. Comme je le dis, je ne fais pas beaucoup de podcasts. J'en fais beaucoup moins. Mais je vais seulement aux podcasts de gens auxquels je ne peux pas dire non. Ça nous touche. Et surtout qu'on a découvert qu'on s'était croisés il y a quelques années. Laisse ça, t'inquiète, on se connaît. Le monde est petit. Fort, le monde est petit. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Bonne continuation et peut-être qu'on se recroisera au Mali plaisir, ou je ne sais quoi. Et vous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Autour d'un verre.